Sinon, on se prend des châtaignes des fois, donc c'est pas une bonne idée. Vous dire que nous sommes ni affiliés, ni partenaires. Ouais, de toute façon, on va avancer ton micro. Donc, si vous voulez nous soutenir une presse libre et indépendante, il y a une seule façon de le faire. Et vous savez déjà ce que c'est. Abonnez-vous. C'est de s'abonner. Je vous ai mis dans le chat une offre qui a été conçue spécialement pour vous. C'est 1 mois, sans engagement, sans besoin de mettre même ses infos de paiement pour découvrir Mediapart. Ensuite, si vous voulez utiliser les emotes propres à notre émission, il faut ajouter l'extension Better TV. Pareil, je vous ai mis la marche à suivre dans le chat. Si vous n'avez pas le temps de rester pendant tout le temps du stream, on sait que c'est long, ça sera en replay sur la chaîne YouTube dans la soirée. Voilà, pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vous fais une rapide revue de presse des articles qui ont été le plus commentés la semaine dernière pour que vous ayez un aperçu de tous les sujets qui sont traités dans Mediapart. Ensuite, Karl va se présenter. Et on va répondre à toutes vos questions. On aura aussi un petit extrait vidéo à vous montrer. Donc ce soir, l'invité, c'est Karl Lasry, comme vous l'avez reconnu. Il est journaliste pour l'enquête. Il est à l'origine de l'enquête Sarkozy-Kadhafi avec Fabrice Arfi. Et il couvre donc ce procès hors norme en allant aux audiences 2-3 fois par semaine, tu y vas? C'est 3 fois par semaine, donc on y va tout le temps. Enfin, on écrit à tour de rôle avec Fabrice. Et Jeannot Lepin demande est-ce qu'il est possible d'assister aux audiences du procès? Oui, alors les places sont quand même limitées, hein. C'est-à-dire que mais ouais, c'est ouvert au public, bien sûr. Donc maintenant, comme il y a quand même beaucoup de monde qui vient, il faut venir tôt. Enfin, Combien de temps à les l'avance, journalistes, non, tu puisqu'il y a dirais? quand même nos bancs réservés. Mais pour le public, disons qu'à partir de midi, l'audience commence à 13h30 et à partir de, disons, de midi et quart, voilà, il y a déjà une queue. Donc voilà, si vous voulez y aller, il faut prendre ses précautions. Il y a la salle principale, puis après, il y a une salle de retransmission. Donc bon, c'est quand même aussi La fan possible. zone. Voilà, c'est aussi possible de suivre le procès là. Ça, les fauteuils sont plus confortables, un peu, les fauteuils cinéma, D'accord. et on peut T'as un grand suivre écran. avec un grand écran. Et c'est couru comme événement apparemment, mais oui, il y a 15 jours, c'était Yannick Cargoat, le réalisateur de Personne ne comprend rien, qui était à ta place. Et on a eu beaucoup de questions aussi sur comment faire pour assister au procès. Ça a l'air intéressant. Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que ça vaut la peine? Et comment avoir le calendrier des audiences? Tout le temps les mêmes jours, en fait. Oui, alors là, il n'y a pas vraiment de calendrier affiché. Là, c'est vrai que bon, bah, ça a commencé début janvier, donc il y a déjà, comment dirais-je, beaucoup de séquences qui se sont déroulées avec déjà bah, les personnages principaux, entre guillemets, qui ont été interrogés sur déjà des gros aspects. Enfin, on verra un peu plus tard. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais donc, il n'y a pas de calendrier affiché. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment les principaux dossiers concernant Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux ont été déjà étudiés. Nicolas Sarkozy demain reviendra, hein, parce que donc c'est lundi. Les audiences, c'est lundi, mercredi et jeudi. Mais ça va être probablement son dernier jour d'audience, d'interrogatoire. Et après, il reviendra pour les plaidoiries et pour le réquisitoire et les plaidoiries. Donc voilà, donc il y a effectivement un gros morceau quand même de l'audience qui s'est déjà déroulé. Oui, il y a Sharktopus qui demande si Sarkozy est présent à chaque audience. Alors oui, jusqu'à présent, il a raté aucune audience, mais encore une fois, ça va s'arrêter probablement demain. Okay. Et parce qu'on va entrer dans des phases qui le concernent moins, enfin notamment bon, l'affaire des tableaux, de l'achat de l'appartement par Claude Guéant sur fond de tableaux et d'intrigues qui le concernent un petit peu moins. Puis après, il y a aussi les ventes d'Airbus dans lesquelles l'intermédiaire Alexandre Djouri a joué un rôle. Là aussi, bon, Sarkozy est moins concerné. Donc voilà. Je vous mets dans le chat un format spécial qui a été fait par nos collègues sur le procès où vous pouvez retrouver tous les rendus d'audience en fait, de Fabrice et Karl et aussi bien sûr les articles sur l'enquête initiale. Comme il y a déjà pas mal de questions, si ça vous va, on passe à la revue de presse et comme ça, le reste de la soirée sera vraiment consacré au procès Sarkozy-Kadhafi.
Qu'y a-t-il sur Mediapart? Je vois qu'il est déjà au taquet, Terence. Hey, salut! Juste, je t'ai invoqué quand j'ai lancé le son pour celles et ceux qui n'avaient pas reconnu cette imitation de grande qualité. Qu'y a-t-il sur Mediapart? Donc la revue de presse en vraiment 5 minutes, c'est les 7 articles qui ont été le plus commentés la semaine dernière. C'est parti avec cette analyse d'Edoui Plenel, Immigration, la machine infernale du référendum. Porté par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, les appels à un référendum sur l'immigration légitime le projet de révolution nationale de l'extrême droite qui entend instaurer une xénophobie d'État par cette même voie. Et pendant ce temps, je vous mets les liens dans le chat si ça vous intéresse. Hop. Voilà. Ensuite, un parti pris de Joseph Confavreux, au-delà de la stratégie perdant-perdant des gauches. Comment sortir de l'étau des stratégies de LFI et du PS, deux partis de plus en plus convaincus de la pertinence de leurs choix respectifs et de moins en moins convaincants sur leur capacité à empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Une enquête de David Perrotin et d'Antoine Rouget, donc j'imagine que vous avez déjà beaucoup entendu parler, viol à Bethlehem, Bayrou a menti, Mediapart publie de nouveaux documents. Le Premier ministre a déclaré mardi 11 février à l'Assemblée n'avoir jamais été informé des violences commises dans cet établissement catholique de la région de Pau. Mediapart publie un courrier avec son accusé de réception, ainsi qu'une photo d'archives qui font voler en éclats sa défense. Une analyse de Mathieu Dejean, le PS et l'identité nationale, retour à la case traquenard. Olivier Faure estime que le débat sur l'identité nationale voulu par François Bayrou n'est pas tabou. Dans un contexte où l'extrême droite est autrement plus forte qu'en 2009, l'opportunité de s'engager sur ce terrain est mise en question dans ses propres rangs. Un entretien de David Perrotin encore et Antoine Rouget, le juge saisi des viols à Bethlehem. En 1998, j'ai confirmé à François Bayrou que les faits étaient patents et établis. Alors que le Premier ministre persiste à dire qu'il ignorait les accusations de violences physiques et sexuelles qui pesaient à la fin des années 90 sur Notre-Dame de Bethlehem, un témoin central vient plomber sa défense. Le juge d'instruction de l'époque confirme à Mediapart avoir rencontré l'élu et lui avoir tout dit des viols mis au jour par son enquête. Une enquête de Nejma Brahim et Faiza Zerwala, Kamel Daoud a volé mon histoire, révélation sur le prix Goncourt 2024. Déjà sous le coup d'une procédure judiciaire en Algérie, l'écrivain est, selon les informations de Mediapart, désormais assigné en France pour atteinte à la vie privée. Saada Arban l'accuse d'avoir utilisé le récit de sa vie sans son consentement pour son roman Ouris, lauréat du prestigieux prix littéraire. Et enfin, encore une fois, une enquête de David Perrotin et Antoine Rouget, Bethlehem, de nouvelles archives de l'affaire de 1996, prouve l'implication de François Bayrou. En 1996, la condamnation d'un surveillant général met en lumière l'incroyable climat de violence au sein de l'établissement. Une professeure tente de briser l'omerta, mais le ministre de l'Éducation de l'époque, François Bayrou, maintient sa confiance à une institution religieuse. J'en profite pour faire un petit peu de publicité à Pau Politique. Les personnes qui nous suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu passer, c'est la première fois qu'on fait une collaboration avec lui. Il a illustré sa vision de l'affaire Bethlehem. Bonjour dans le chat, bonjour Cropule, bonjour Jeanne. Je vous envoie le lien, donc c'est visible sur Instagram et sur également, du coup, bien sûr Mediapart. Voilà, je vous invite à aller découvrir le profil de ce dessinateur de talent. Voilà pour la revue de presse. Je remonte un petit peu le chat. Parce que j'ai vu déjà des questions. Alors, peut-être avant d'avoir des questions aussi précises, Terence, bien sûr, je vais la poser, elle est très bien ta question sur comment ça se passe, les audiences, mais je me dis que ça serait peut-être bien que Karl nous fasse un peu un rappel de en quoi ce procès est historique pour les personnes qui auraient suivi peut-être d'un peu plus loin l'affaire Sarkozy-Kadhafi. On ne va pas refaire toute l'enquête, parce qu'il y a déjà eu quand même... il y a déjà personne n'y comprend rien là, au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir, il y a 120 000 entrées pour l'instant, et la VOD, a priori, ça sera courant avril. Mais pour le procès, en tout cas, Karl, on t'écoute. Mediapart. Oui, c'est historique Mediapart. déjà par les personnalités qui sont Mediapart. par l'ancien président, À qui appartient notre journal? par Mediapart. les anciens ministres de l'Intérieur, deux anciens ministres de l'Intérieur, un ancien ministre du
sujet. Ah, je te coupe une seule seconde, désolée, parce qu'on a un raid de maudit. Merci beaucoup pour le raid. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, déjà, bienvenue sur la chaîne Twitch de Mediapart. Ce soir, on parle du procès Sarkozy-Kadhafi avec Karl Lasquet, qui est journaliste pour l'enquête, qui a participé à la révélation déjà de cette enquête avec Faouzi Sarfi et qui couvre les audiences toutes les semaines depuis à peu près 1 mois et demi. Voilà, donc bienvenue. Et Karl s'apprêtait à nous faire un peu un récap de pourquoi ce procès est vraiment historique en France. Voilà, donc je disais, c'est la personnalité évidemment des prévenus. C'est aussi pour Nicolas Sarkozy un peu la troisième affaire qui vient en jugement après l'affaire Bismuth et l'affaire Big Malion, donc des affaires dans lesquelles il a été condamné. Récemment condamné définitivement dans l'affaire Bismuth, qui était une tentative pour corruption, qui est une tentative de corruption d'un magistrat, enfin si vous avez sûrement suivi l'affaire, pour avoir accès à des secrets de la Cour de cassation. Donc l'affaire Big Malion, qui était déjà une affaire de campagne électorale, mais de 2012. Et là, aujourd'hui, on a une affaire qui est l'affaire du financement illégal de la campagne de 2007. Et avec ce site particulier, c'est qu'on a un État corrupteur qui était habitué à la corruption, qui a, on ne peut pas dire qu'il est soupçonné, mais donc on a vu qu'il avait accusé Nicolas Sarkozy d'avoir effectivement profité de ses deniers pour sa campagne électorale. Et donc, près de nous, avec Fabrice, comme on l'a déjà raconté, on a à Mediapart publié depuis 2011 en fait des éléments sur ces soupçons, notamment en bénéficiant et en étudiant les archives de Ziad Takieddine, qui est l'intermédiaire qui était au cœur de tout ça, notamment plein de rapports, des préparatifs de voyage de Nicolas Sarkozy. Et toutes ces données, on les a récupérées après les accusations de Kadhafi et de son fils, qui disaient « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il nous fait la guerre ? On l'a financé, on était des grands amis, etc. » Et donc, voilà, donc nous, effectivement, ça fait depuis un certain temps qu'on travaille sur ce sujet, près de 160 articles, etc. Qu'on fouine un peu, on va dire, dans toutes les directions, qu'on publie. Et la justice, donc, s'est emparée d'un certain nombre d'éléments qu'on avait rassemblés, est allé vraiment après beaucoup plus loin sur un certain nombre de choses. Mais voilà, donc on est vraiment au cœur l'affaire porte bien son nom, Sarkozy-Kadhafi, comment ces deux personnages, voilà, un homme politique occidental, comment dirais-je, de droite, formé à l'école de la droite un peu dure, type Pasqua, enfin, qui s'était illustré comme ministre de l'Intérieur assez violent, etc. Et un dictateur qui régnait alors dans une autre dimension politique, puisqu'il prétendait réunir un peu le tiers-monde, financer les mouvements de libération nationaux, etc. Mais habitué à la corruption. Comment ces deux hommes, finalement, se sont rencontrés et ont fait quand même un bout de chemin ensemble avec des promesses de part et d'autre, et ce que les juges ont finalement qualifié de pacte de corruption, c'est-à-dire une promesse d'un côté de financer la campagne électorale pour l'un parce que il y avait un intérêt pour la Libye d'avoir un allié important dans le camp occidental, et voilà, et de l'autre côté des demandes aussi de la Libye, à savoir la plus grosse demande, et c'est celle qui est un peu au cœur de ce que j'appelle le pacte de corruption, c'est-à-dire l'idée de rejuger un des personnages centraux du régime qui s'appelle Abdallah Senussi, qui est à l'origine des campagnes d'attentats dans les années 80 dans le monde occidental, et notamment qui est responsable de la mort de 170 personnes qui étaient dans le DC-10 du TA en 1989 et dont l'avion a explosé. Et donc, une des demandes de Mouammar Kadhafi consistait à demander que ce personnage qui a été jugé en France et condamné à perpétuité en 89 soit rejugé, soit gracié, en tout cas qu'il puisse retrouver sa liberté de circulation.
Et l'enquête a montré, et c'est un des points qui est évoqué au tribunal, qui a été évoqué plusieurs jours au tribunal, que voilà, ce sujet a été évoqué dès le premier voyage de Nicolas Sarkozy, dans la rencontre en tête-à-tête entre Sarkozy et Kadhafi en 2005. Un peu le cadre dans lequel, en fait, une partie du cadre dans lequel ce procès navigue depuis quelques semaines. Jojo Lafrite nous demande, est-ce que Mediapart informe la justice ou est-ce que c'est la justice qui informe Mediapart? C'est des chemins, c'est des chemins parallèles. Enfin, on se nourrit quand même effectivement aussi des découvertes judiciaires, mais d'une manière générale, enfin, c'est vrai on a commencé avec nos propres entre guillemets nos propres archives, en tout cas en exploitant les archives qu'on avait découvertes, et puis on a poursuivi sur ce chemin pendant plusieurs années avant que la justice, elle, s'empare d'autres éléments et découvre, y compris à l'audience, on découvre des points. Procureurs instruisent à l'audience, enfin le tribunal aussi, la présidente et les assesseurs aussi. Mais donc on découvre encore aujourd'hui des points qui sont nouveaux pour nous. Il y a Mitouf qui dit « J'ai eu la chance de voir Fabrice Écart au tribunal de Paris. N'hésitez pas à aller voir si vous avez l'occasion. Le procès est très intéressant à suivre sur place. » Mitouf, tu étais alors dans la salle, la fan zone avec le grand écran ou dans la salle où tu as pu les voir en vrai? C'est intéressant d'avoir aussi vos retours sur comment vous avez vécu ces moments. J'hésite parce il y a beaucoup de questions déjà, mais on voulait vous montrer, parce que peut-être vous avez suivi sur nos réseaux, qu'une fois par semaine, Karl ou Fabrice fait un résumé du procès en vidéo. Comme ça, je me dis, ça peut donner aussi un peu du grain à moudre. On lance la vidéo et qu'après, on recueille les questions. Alors, toujours la même histoire. Est-ce que le son va marcher? Est-ce que tout le monde va entendre? Je vous propose de faire ce test ensemble. Moi, je doute de tout maintenant. Je ne sais plus... Est-ce que si là, je la lance, est-ce que vous avez le son? C'est surtout ça. Et donc, à ce moment-là, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est dit, mais là, il est en train de reconnaître qu'il y a des indices graves. Lundi 10 février, Nicolas Sarkozy a été confronté à un document qui ruine sa défense. Il a répété en début d'audience que la première évocation d'un financement politique de sa campagne de 2007 avait été le fait de Mouammar Kadhafi en mars 2011, et les juges ont voulu examiner à l'audience un document qui contredit complètement cette affirmation. Donc il s'agit d'un carnet, d'un espèce de journal intime de Choukri Ghanem, qui est un ancien Premier ministre libyen, qui en avril 2007, avait consigné un déjeuner qu'il avait fait avec Bachir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. Et dans ce journal intime, qu'est-ce qu'écrit Choukri Ghanem? J'ai déjeuné chez Bachir Saleh le 29 avril donc 2007. Bachir a dit avoir payé 1,5 million d'euros à Sarkozy. Quant à Saïf al-Islam Kadhafi, il lui a envoyé 3 millions d'euros. Abdallah Senoussi, le directeur du renseignement, lui a également convoyé 2 millions d'euros. Donc on a la mention d'un total de 6,5 millions d'euros destinés à Nicolas Sarkozy, à sa campagne. Le parquet a pointé que ces sommes correspondaient à des sommes effectivement retrouvées sur un compte de Ziad Takieddine, ouvert spécialement pour l'affaire libyenne, le compte Rothschild. Cette mention, et surtout cette date d'avril 2007, montre bien que les Libyens n'ont pas inventé ce dossier en 2011 pour convaincre l'opinion internationale de la corruption de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une invention des Libyens, puisque déjà en 2007 était inscrit dans le carnet de Choukri Ghanem. Nicolas Sarkozy a été très déstabilisé par ce document, et comme à chaque fois, il a procédé un peu à reculons. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire « Ah, mais on ne sait pas si ce n'est pas un document qui a été écrit postérieurement à la date ». Bon, il est vrai que je ne peux pas contester l'authenticité de ce document. Effectivement, c'est un document sérieux, sinon je ne serais pas là. Et il a fini par dire cette phrase incroyable « Je sais parfaitement qu'il y a des indices graves, mais ils ne sont pas concordants ». Et donc à ce moment-là, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est dit « Mais là, il est en train de reconnaître qu'il y a des indices graves ». Alors Éric Woerth a été entendu jeudi sur le financement de la campagne présidentielle elle-même, et il a été entendu sur les espèces retrouvées
identifié par les enquêteurs. Notamment, on sait que beaucoup de salariés avaient été payés, avaient reçu des primes en espèces. Et Eric Woerth lui-même a reconnu que beaucoup d'argent était arrivé anonymement, enfin des dizaines de milliers d'euros étaient arrivés ainsi anonymement sous enveloppe. Donc le tribunal l'a cuisiné sur l'arrivée de ces mystérieuses enveloppes, surtout pour s'interroger sur la raison pour laquelle Eric Woerth, en tant que trésorier, n'avait pas imputé, archivé, noté ces arrivées d'espèces comme il aurait dû dans une comptabilité normale. Donc il a eu cette phrase assez étonnante: plein de gens ne veulent pas apparaître. Il n'y a pas 68 millions de Français équilibrés. Donc une phrase un peu curieuse dont on pouvait quand même déduire qu'il considérait que les donateurs anonymes de l'UMP étaient déséquilibrés. Sinon, jeudi 13 février, une partie civile au procès a demandé le visionnage d'une archive figurant dans le film « Personne n'y comprend rien ». On est plusieurs jours après la libération des infirmières bulgares qui avaient été détenues en Libye pendant plusieurs années, accusées d'avoir inoculé le sida à des enfants de Benghazi. Elles venaient d'être libérées et donc c'était la première visite officielle de Nicolas Sarkozy en Libye après cette libération. Il est sur le tarmac et on voit Nicolas Sarkozy faire l'accolade à une personne, lui taper dans le dos et il s'agit de Bachir Saleh. Et donc ça, c'est un élément important dans le cadre du procès parce que Nicolas Sarkozy a prétendu ne pas connaître Bachir Saleh à l'époque. Or là, le geste et la vidéo montrent parfaitement que l'accolade était entre personnes qui se connaissaient et était chaleureuse. C'est un élément supplémentaire et problématique pour la défense de Nicolas Sarkozy. Mediapart. Et voilà, nous sommes Ça, c'était la de semaine retour. dernière, du coup. La semaine dernière, alors on a un peu des questions qui sont arrivées avant que Karl nous explique comment ça s'est passé déjà cette semaine. Tout à l'heure, Thérence, je remonte et je vais poser les questions de l'ordre. Thérence demandait comment se comportent les accusés durant les interruptions d'audience. Disent-ils leurs éléments de langage à des journalistes amis? Et est-ce que qui sont ces journalistes amis? J'imagine que ce n'est pas Mediapart. Non, bon, il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est vrai que Sarkozy, parce que moi j'ai assisté à d'autres, en tout cas le procès, notamment le procès en appel de Big Malion, quelqu'un qui va au contact des journalistes assez souvent. Là, c'est pas le cas parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, il reste plutôt à distance. Il est pas, peut-être parce qu'il y a 2 journalistes de Mediapart. Ça calme. Peut-être je sais pas. Mais en tout cas, donc lui, il ne va pas au contact, mais en revanche, c'est vrai qu'il il a toute une équipe en fait. En dehors de ses avocats, il a 2-3 avocats qui sont présents, mais il a aussi un consultant en communication, son attaché de presse, son ancien chef de cabinet. On me dit, excuse-moi, je te coupe, que le micro coupe un peu. Je pense qu'il faut vraiment que tu te rapproches un peu en mode radio. Ok, en mode radio. Faire glisser ton siège pour être plus proche. D'accord. Donc voilà, par contre, il est très entouré, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque demain, ça sera son dernier jour. Il était très entouré durant toutes ces semaines, avec une espèce de tribu qui s'approchait de lui aux interruptions et qui le nourrissait, lui apportait une boîte de gâteaux, pour qu'il se sustente. Et ce qu'on observe plutôt, nous, on est curieux donc nous, évidemment, journalistes des fois font aussi la pause en suspension, mais c'est vrai on observe aussi les contacts. Ça peut être aussi intéressant de voir à la pause, à la suspension, observer un peu les échanges qu'il peut y avoir entre eux, puisque c'est vrai qu'un des enjeux, c'est aussi de savoir comment ces gens-là ont fait des affaires ensemble, s'ils en ont fait, quelles sont leurs relations, etc. Donc là, on voit et on peut observer parfois des rapprochements entre prévenus. Alexandre Djouri qui va vers Guéant. Djouri n'était pas là ces dernières semaines, mais bon... ou des échanges entre Bortefeu et Guéant. Enfin, ce type d'échanges, parfois, sont assez parlants pour les chroniqueurs judiciaires.
La présence des journalistes étrangers aussi. Alors, bah oui, mais attends, je vais la lire déjà, Allez, parce qu'il ouais. faut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent un peu comme un podcast en replay l'émission. Est-ce qu'il y a des journalistes étrangers qui couvrent le procès? Si oui, qu'en pense-t-il? Je trouve que l'affaire fait peu de bruit alors que ce procès est historique. On entend d'ailleurs souvent des journalistes étrangers en France s'étonner de la faible réaction de la population et du monde médiatique au scandale politico-financier. C'est une question de chaque octopus. Alors, il y a assez peu finalement de journalistes étrangers. Il y en a eu. Je pense que d'une manière générale, le procès est quand même, comme le dit, comme l'indique la question, le procès est assez sous couvert. Enfin, en tout cas, on voit, je pense que la presse écrite est bien représentée. Tous les médias produisent plus ou moins des articles quasiment quotidiennement, mais pas les médias audiovisuels, par exemple. Il y a pas de les télés sont pas présentes, ce qui est quand même incongru. Enfin, s'agissant d'un procès aussi important avec un ancien président à la barre, voilà, ça nous laisse quand même un peu pantois. Donc, il y a eu en termes de médias télévisés, il y a eu je crois quelques fois BFM, mais c'est tout, et pas les autres. Ouais, donc c'est vraiment, donc il y a vraiment un sujet par rapport à ça. Mais bon, sinon il y a quand même beaucoup de journalistes. Est-ce que s'il est condamné, il portera un bracelet à la deuxième cheville? Alors non, je pense pas. Je crois que voilà, c'est une peine qui permet de contrôler la personne. C'est pas une chaîne en fait. C'est pas la symbolique du boulet. Donc c'est juste voilà un moyen pour la justice que la personne reste à son domicile ou avec des horaires de sortie bien déterminés. Donc c'est plutôt un moyen de contrôle. C'est pas un moyen d'humiliation. Antoine demande, ça ne rigole pas trop dans la salle quand par exemple Guéant évoque les pénuries d'étagères? Si, alors à ce point-là, pas trop finalement, mais... Si tu peux nous refaire le contexte sur la pénurie d'étagères. La pénurie d'étagères, c'est-à-dire que c'était l'audience d'hier qui a évoqué la circulation d'espèces au siège de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, le fait que des personnes avaient été rémunérées, avaient touché en tout cas des primes en liquide, et Claude Guéant, lui, parallèlement, avait loué un coffre qui a beaucoup intéressé la justice, parce que c'est un immense coffre à l'agence BNP Opéra. Un coffre où on pouvait rentrer dedans. On pouvait rentrer dedans, un peu comme il a décrit comme une grande pièce. Et alors, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez rangé dedans. Enfin, c'est une question qui a été posée déjà pendant l'enquête, et donc il a toujours dit des documents, des discours, voilà, mais vraiment des discours. Est-ce que c'était très pratique d'aller ranger des discours de Nicolas Sarkozy à la banque alors que vous étiez quand même à quelques kilomètres du siège de campagne, etc. Donc il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, et effectivement, un avocat a dit du coup vous mettiez plutôt des espèces sur les étagères et les dossiers dans le coffre, quoi. Enfin, bon. Et lui, il a effectivement dit les armoires n'étaient pas sécurisées, c'était des vieilles armoires d'école, et donc je préférais que les dossiers soient rangés dans un coffre. Ouais, effectivement. D'accord. Et parfois on rigole, mais oui, voilà, il y a des moments en fait où ça devient presque grotesque. Parfois, mais bon là, c'est vrai que Claude Guéant est assez fatigué. En fait, il a obtenu des médecins la possibilité de ne venir qu'occasionnellement. Enfin, il est interrogé et quand il vient, il est interrogé pendant 1 heure. Donc, c'est plutôt un climat pour lui qui est un peu difficile, même s'il est toujours très alerte à l'oral. Et il n'en rate pas une, on va dire, en termes de réponse. Il est assez ferme. Mais on sent que physiquement, effectivement, il passe un mauvais moment. Donc, je pense que c'est pour ça que on rigole moins quand c'est lui, parce que il est quand même affaibli, visiblement affaibli.
Puisqu'on parlait justement de ce dernier compte-rendu d'audience, je vous l'ai mis dans le chat et Terence avait une question. Ce week-end, la Défense a sorti de son chapeau un enregistrement de 2007 entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi, prouvant selon elle qu'il n'y aurait pas de lien de corruption. Outre le fait qu'il ne date pas de la période où le pacte de corruption a été conclu, comme vous l'avez souligné dans un article publié aujourd'hui, doit-on interpréter ce rebondissement comme une énième tentative de sortir des sables mouvants après de nombreuses auditions accablantes? Est-ce que tu peux nous refaire pareil le contexte sur cet enregistrement qui est apparu sorti d'un chapeau? Oui, alors c'est vraiment une surprise de l'audience. Les avocats de Sarkozy, enfin, le principal avocat de Sarkozy, Christophe Ingrat, a révélé, alors il avait déjà écrit aux autres avocats et au tribunal pour avertir qu'il avait... Tu peux te rapprocher à nouveau du micro. Donc il a averti un petit peu tout le monde qu'il avait une communication à faire et qu'il souhaitait soumettre au tribunal la possibilité d'expertiser un document qu'il avait reçu, un document audio qu'il avait reçu. Alors, bon, il a expliqué, donc il a eu la parole. On a compris qu'en fait, c'était assez curieux parce que c'était, semble-t-il, un document qui lui avait été transmis d'abord par une source anonyme. Et il y a plus d'un mois, une source anonyme qui lui promettait des révélations possibles sur le document publié par Mediapart, promettant 50 millions d'euros, d'affecter 50 millions d'euros à la campagne de Sarkozy. Donc, un personnage qui se promettait de déconstruire le document qu'on avait publié et qui mettait par mail, qui envoyait par mail un enregistrement, semble-t-il assez court. On a su que c'est un enregistrement qui fait 4 minutes, qui ne datait pas du moment où les choses se sont nouées, puisque c'est un document effectivement, comme on l'explique dans l'article, postérieur, qui semble avoir été enregistré en 2007 quand Nicolas Sarkozy était déjà président. Donc c'est un échange entre Sarkozy et Kadhafi avec 2 interprètes. Il y a, semble-t-il, de ce qu'on sait, parce qu'il n'a pas été diffusé à l'audience pour l'instant, parce que tout le monde s'y est opposé, parce que c'est un peu sorti du chapeau. Donc il semble que soit un enregistrement de 4 minutes d'une conversation un peu hachée entre Sarkozy et Kadhafi. Ce document n'a aucune valeur probante par rapport aux faits, c'est-à-dire que il ne semble pas qu'il évoque à aucun moment les faits soit de corruption, soit de liens un peu spéciaux. C'est pour ça qu'il le verse en fait. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, on a la preuve que, l'avocat a dit, si vous acceptez d'écouter ce document et de l'expertiser, là, on a la preuve d'un échange entre 2 personnes qui ne sont pas liées par un pacte. On voit bien que... Voilà. Donc, pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore écouté. Tout le monde a réagi assez défavorablement, que ce soit le tribunal, le parquet et les parties civiles, à ce qu'on sorte comme ça un nouveau document. En plus, il n'était même pas décrypté. Donc, qu'on le sorte comme ça du chapeau. Par ailleurs, un jour avant que Nicolas Sarkozy quitte l'audience pour quelques semaines. Donc, on a vu ça effectivement comme un moment d'une tentative, comme vous le disiez, de faire diversion, parce que, ou de faire un effet d'audience pour dire voilà, parlons d'autre chose, soit parlons d'autre chose, soit voilà, il y a un beau document qui surgit et qui raconterait une autre histoire. Sauf qu'on n'est pas totalement sûr de l'intérêt pour le tribunal, à peu près certain que ce document n'a pas d'intérêt pour le tribunal et que son origine, par ailleurs, est on ne peut plus douteuse, parce que c'est quand même un peu fou. Voilà, pour des avocats, c'est très compliqué d'imaginer que ils peuvent prendre le risque de transmettre un document qui serait Qu'est-ce qui risque dans ces cas-là? Qui serait compromis, qui serait monté, qui serait... Voilà, donc je pense que d'ailleurs l'avocat était très, très mal à l'aise par rapport à ça pendant l'audience. Parce qu'il peut y avoir donc des sanctions contre les avocats s'ils font... Il y a déjà des avocats, les avocats, s'ils ne peuvent pas, en cours des poursuites, évidemment, si comment dirais-je, ils cherchent à influencer la justice à travers un document qui serait pas authentique. Il y a déjà eu des cas d'avocats poursuivis pour escroquerie au jugement
dans ce type de configuration. Antoine qui nous dit c'est sûrement Mimi Marchand qui a trouvé cet enregistrement. Voilà, ça fait penser à d'autres manipulations, comme celle effectivement de la fausse rétractation de Takieddine. Bon, elle a été un peu plus construite, mais enfin, en tout cas, on a voilà, un personnage qui envoie un mail anonyme à un avocat, et l'avocat qui dit bah, voilà, peut-être qu'on peut prendre ça en compte. C'est assez étonnant quand même. Oui. Julien nous demandait peut-on imaginer que les amis de Sarkozy, fatigués de porter le chapeau, finissent un jour par vider leur sac? Je pense à Claude Guéant qui est beaucoup chargé par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment ça se passe avec ses acolytes, que ce soit Brice Hortefeux, Claude Guéant? Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? Est-ce qu'ils risquent de balancer des dossiers sur Sarkozy? Alors leur défense a toujours été très liée. Je veux dire, les prises de distance avec les uns entre les autres sont assez rares. Ils ont plutôt tendance à se faire des compliments qu'autre chose. Ils défendent la même version. Donc voilà, puisque bon, tout tourne pour ce qui concerne ces trois personnages, Hortefeux, Sarkozy et Guéant, autour de la prise de contact avec le régime et de ce qu'ils espéraient attendre, de ce qu'ils espéraient conclure avec le régime. Et l'une des questions principales, par exemple, c'était de cette fameuse rencontre dont on parlait tout à l'heure avec Abdallah Senoussi, le maître espion du régime qui avait organisé les attentats. Donc ils l'ont rencontré. Étant condamnés à perpétuité en France, les officiels français, les ambassades, les responsables français avaient interdiction de voir ce personnage. Ils l'ont quand même rencontré secrètement, Claude Guéant d'abord, et puis Brice Hortefeux ensuite. Et ça fait un cadre quand même assez important, dans la mesure où c'est ce personnage, Abdallah Senoussi, qui va être l'homme qui va opérer les premiers versements d'argent en direction de l'intermédiaire de tout ça, qui s'appelait Ziad Takieddine. Donc, se dissocier par rapport à ça, c'est assez compliqué, parce que, par exemple, du coup, ils ont fait la même chose. Guéant et Hortefeux ont vu secrètement tous les deux Senoussi, donc ils ont tendance à décrire la même scène, c'est-à-dire que leur réponse, c'est de dire on a été piégé par l'intermédiaire, par Ziad Takieddine, on ne s'attendait pas à ce rendez-vous, il ne s'est rien dit de particulier, etc. Donc, c'est une chaîne, et c'est assez difficile pour les uns ou pour les autres de se dissocier. Maintenant, c'est vrai que Nicolas Sarkozy tente de le faire petit à petit, tente déjà de dire qu'il n'était pas, se désolidarise en ce sens qu'il va dire qu'il n'était pas au courant des détails, qui n'avait pas été informé ni par les uns par les autres. Et est-ce qu'il aurait dû être informé? Oui. Mais est-ce qu'il regrette de ne pas l'avoir été? Il va dire plutôt non. En fait, il va excuser, jusqu'à aujourd'hui, il excuse plutôt ses collaborateurs en disant voilà, ils ont été un peu naïfs, ils ont été trahis, ils ont été piégés. Bon, je les pardonne, en gros. À l'audience, c'est un peu ça. Alors, il y a un petit glissement vers un jugement un petit peu plus moral ces derniers temps, puisque là, hier, il a dit que l'histoire du coffre, par exemple, louer un coffre à la BNP pour des discours, c'était stupide. Guéant, on n'était pas là, mais donc je pense qu'il s'est pris ça dans les dents quand même. Voilà, mais c'est vraiment des petites dissociations, parce que se dissocier plus gravement, ce serait faire tomber en fait la chaîne de solidarité entre eux. Vu qu'on parlait de ça, Terence dit surtout que les policiers étaient tombés sur un appel entre Guéant et sa fille où elle lui disait que s'il balançait tout, ça ferait mal. Tu as souvenir de ça? Des écoutes entre Guéant et sa fille où il lui explique que s'il balance tout sur Nicolas Sarkozy, ça ferait mal. Oui, alors il y a sa fille et son fils aussi, à un moment donné, qui lui avait tenu ce discours, mais bon, lui, il avait été relativement c'était sur effectivement des écoutes. Il avait été relativement neutre, donc c'est un peu difficile à réellement utiliser contre lui, parce qu'il avait gardé son calme de fonctionnaire. Il n'avait pas commenté, quoi. Mais ses enfants lui disaient mais maintenant il faut que tu parles quand même, mais
n'a pas été assez convaincant. D'accord. On a une question de pénaleuse. Quels sont vos rapports avec les avocats des parties civiles durant l'instruction et durant le procès, tels que Maître Vincent Olivier? C'est très précis. Ah oui. Quels sont juste tes rapports avec les avocats des parties civiles? Non, c'est des rapports. Alors, Maître Vincent Olivier, c'est l'un des avocats des familles de victimes du décédiste. Donc, il faut dire, c'est que c'est nouveau, en fait. C'est des constitutions de partie civile des familles des victimes du décédiste, de l'attentat du décédiste, sont relativement récentes. C'est-à-dire que depuis, je pense que ça fait 6 à 8 mois que les familles ont considéré qu'il y avait quand même quelque chose de très problématique à ce que le principal condamné dans leur affaire, le responsable des attentats qui ont tué leurs frères, leurs sœurs, leur mère, soit en relation avec nos dirigeants. Donc là, ils se sont constitués partie civile et ils demandent des comptes par rapport à ce point précis. Donc nous, on a évidemment beaucoup d'intérêt à avoir cette intervention qui est très, très spécifique. Il y a aussi des parties civiles d'associations anticorruption comme Anticor, Sherpa, Transparency qui sont présentes aussi. Et donc, nous, on a des bons contacts. Enfin, il y a pas de... On suit leurs interventions et à l'audience. Et du coup, pour revenir sur les chroniques là, que tu écris, comment ça se passe? Tu arrives, tu n'as pas besoin de faire la queue parce que tu as la carte de presse, il y a des places réservées pour les journalistes. Après, ça dure combien de temps à peu près? Tu écris dans la foulée les chroniques, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a, dans la salle, il y a 6 ou 7 bancs qui sont réservés sur un des côtés, qui sont réservés aux journalistes. Puis, de l'autre côté, c'est le public et derrière nous aussi. Voilà, donc effectivement, ces journées très longues, y compris pour tout le monde, y compris pour le tribunal et pour C'est combien de temps? C'est quoi, pour c'est les gens. 13 En heures, gros, 20 on entre dans la heures, salle à 13h30. ok. Et puis, l'audience se termine à 20h, 20h30, 21h, etc. Et donc, voilà. Et donc, nous, après, selon les différents médias, les journalistes soit tapent dans un coin, s'installent pour relire leurs notes ou font leurs articles dans la foulée, ou alors un peu plus tard. Moi, personnellement, je fais un peu plus tard. Je relis mes notes et donc j'écris plutôt dans la nuit qui suit. C'est pour ça qu'on a fait cette émission donc mardi soir, parce que le lundi, Karl est au procès et il a eu le courage de venir alors il a travaillé jusqu'à 4h du matin. Mode radio, Karl, pas toujours. STP. On nous dit dans le chat, il faut vraiment que tu parles en face pardon. du micro. Pardon. Je remonte parce qu'on a d'autres questions. Antoine te demande, pourrais-tu rappeler les grandes lignes de l'histoire des travaux de l'appartement de l'île de la Jatte évoquées dans les articles? Je ne m'en souviens pas très bien de cette histoire. Alors, ça fait référence à une déclaration de Guéant, et hier, qui a dit que parmi les choses un peu sensibles qui nécessitaient d'avoir un coffre et de les garder confidentiellement, il y avait cette histoire de l'île de la Jatte. Donc, c'est une histoire un peu ancienne, mais qui date des années, effectivement, 2007. Il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques, en fait, essentiellement sur les conditions de l'achat et de la rénovation de cet appartement qu'avait acheté Nicolas Sarkozy avec sa femme Cécilia à l'époque. Donc, et je crois que ils avaient complètement rénové deux appartements qu'ils avaient réunis. Enfin bref. Et il y avait des chefs d'entreprise qui avaient parlé. Il y avait un certain nombre de sujets qui avaient été explorés, y compris après, dans un deuxième temps, par le parquet qui avait conclu finalement à ce qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Mais enfin, les questions avaient été posées pendant un certain temps sur cet appartement.
C'était donc des documents qui méritaient d'être enfermés dans un coffre. Non, pas vraiment. Bah, surtout que c'était pas non plus des caisses et des caisses d'archives, quoi. Je pense que s'il y avait des documents d'achat, des factures de travaux, à mon avis, ça tenait dans une chemise. Alors, on avait 2 questions qui étaient un peu plus larges. Quand un procès met des années à avoir lieu, au point que des accusés ne peuvent être présents tout le temps en raison de leur état de santé, Chirac à l'époque, Guéant aujourd'hui, est-ce qu'on peut rendre encore correctement la justice? Bah, correctement, finalement, oui, puisque, voilà, en tout cas, quand on a quelqu'un qui est malade, bah, la justice, elle s'adapte, et puis elle s'occupe de son état de santé. Enfin, elle prend en compte son état de santé. Donc, je pense que c'est malheureusement les années sont pas complètement responsables de ça. Enfin, ils auraient pu être malades avant. Enfin bon, c'est pas. Je pense que les années là, elles sont importantes parce que les faits ont été révélés tardivement. Les enquêtes, nous, c'est vrai que par rapport aux faits, donc nous, quand on travaillait sur les premiers papiers en 2011, bon, c'était pas si loin des faits non plus. On était encore, voilà, et puis qu'après, il a fallu 10 ans effectivement d'investigation aussi judiciaire, qui était longue aussi parce que en matière financière, il y a des délais parfois assez considérables pour récupérer des comptes bancaires. Il y a un grand nombre de comptes bancaires qui n'ont pas été récupérés parce que dans les paradis fiscaux, ça a été remarqué à l'audience, tout n'est pas fait. Il y a même des choix qui sont des pistes ils restent inexplorées parce que c'est trop long et parce qu'on est obligé de lâcher l'affaire. Enfin, la justice est obligée de lâcher l'affaire. Donc il y a ce temps de l'enquête financière qui est technique, qui est un peu long. Et puis il y a aussi, par ailleurs, il y a les recours. Donc ça, c'est les recours, c'est vrai. Dans le chat. Donc des recours multiples en fait des les accusés. recours multiples prennent à chaque fois plusieurs années. En l'absence de preuves écrites indiscutables, le faisceau d'indices semble-t-il suffisant? Si oui, quelle est l'infraction la plus facilement ou probablement caractérisable pour Nicolas Sarkozy? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des preuves déjà, qu'il n'y a pas de preuves écrites? Oui et non, puisqu'il y a la note que Mediapart avait révélée. Non, alors il y a déjà, c'est un rappel qu'a fait la présidente à une des audiences, parce que, comme vous l'avez déjà entendu, souvent dans ses sorties médiatiques, mais Nicolas Sarkozy, il va dire où sont les preuves? Oui. On est bien d'accord. Et donc, la présidente lui a dit attention, les faisceaux d'indices, effectivement, nous sommes saisis de faisceaux d'indices et voilà, nous pouvons entrer en voie de condamnation si on juge que ces indices sont graves et concordants. Et donc voilà, c'est un vrai. C'est le travail de la justice de mettre, d'emboîter tout ça. Je ne me rappelle plus. C'était là, Alex Verzon. L'infraction. La plus facilement caractérisable pour Nicolas Sarkozy. Ce qui est le plus compliqué pour lui, c'est que bon, il y a corruption, il y a corruption active, etc. Mais les juges ont envoyé en fait Nicolas Sarkozy et les autres prévenus, alors pas tous, pas Paveurs par exemple, mais pour association de malfaiteurs, avec le but de commettre des atteintes à la probité. Et en rassemblant tout un certain nombre de ces atteintes. Donc, alors, dedans, il y a le financement de campagne, dedans, il y a le trafic d'influence sur le fameux sort judiciaire d'Alès Senussi. Dedans, il y a l'argent reçu par Claude Guéant sur son compte pour s'acheter un appartement. Donc les juges ont fait le choix de dire on a une association de malfaiteurs qui avait pour but le financement de la campagne, etc. Et donc, et avec des acteurs variés qui concourent pas à tout forcément, mais qui concourent à certains points à faire ces opérations. Et les juges ont aussi distingué
2 groupements dans l'association de malfaiteurs, un autour de l'intermédiaire Ziad Taqieddine et l'autre autour du second intermédiaire, Alexandre Djouri, en considérant que c'était eux les opérateurs de la corruption. Voilà. Et donc, leur sort, c'est pour ça que tout à l'heure on disait que leur sort est un peu lié. C'est-à-dire qu'effectivement, la justice considère que on a une opération globale à travers cette qualification judiciaire qui leur fait encourir 10 ans d'emprisonnement. Il y a Antoine qui nous cite Carla Bruni, quelqu'un qui est allé en prison, ce n'est jamais par hasard. Elle aurait dit, j'imagine ça sur Instagram, j'ai pas vu ça. Ouais. On a une... vas-y, prends le temps de prendre un petit coup quand même d'eau. Comme ça, vous avez le temps de continuer à poser vos questions. Je prépare un lien vers ton livre. Hop. Tu me dis quand tu es OK. Alors, c'est parti. Je vois qu'il est devenu Senoussi, ouais. Oui, mais on avait d'autres questions un petit peu avant. Quand on n'arrive pas à répondre aux messages, aux arguments, on s'attaque souvent aux messagers. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis dans cette affaire, des tentatives d'intimidation ou de discréditation ? Oui, enfin, en fait, c'est vrai que ça n'a pas cessé sur plusieurs... sur toute cette séquence a été marquée par des plaintes, une plainte principale de Nicolas Sarkozy par rapport aux documents libyens qu'on avait publiés, une plainte pour faux usage de faux. Donc ça a duré quand même un certain temps. C'était quand même effectivement une volonté de nous criminaliser, parce qu'ils auraient pu déposer plainte pour diffamation. Ils ont vraiment déposé une plainte pour faux usage de faux, donc, et dont on a finalement... la justice a reconnu qu'elle n'était pas fondée jusqu'en cassation, et donc on a balayé cette histoire de faux. Mais voilà, il y a eu d'autres plaintes et des procès, quelques-uns, pas très nombreux, mais qu'on a aussi gagnés. Donc tout ça, c'est une machine, effectivement, c'est une machine à décrédibiliser notre travail. Par ailleurs, parallèlement à ça, il y a plusieurs journaux qui étaient dans la sphère sarkozyste, on va dire, c'était le Paris Match ou le JDD, qui eux aussi ont à certains moments mené campagne, ou en tout cas commis quelques articles qui ont été utilisés au moment de la fausse rétractation de Ziad Taqieddine, et avant encore, il y a eu 2 ou 3 épisodes avant. Tout à l'heure, Pénaleuse vous demandait donc quelles étaient vos relations avec les avocats des parties civiles. Elle précise un petit peu. Pensez-vous que les proches des victimes de l'attentat de l'UTA sont légitimes à être représentés au procès, étant donné qu'ils ont signé une convention d'indemnisation les interdisant de toute action judiciaire future? Les victimes pourraient-elles donc être recevables, et sur quel préjudice? Alors, en fait, là, on n'est pas dans le procès on n'est pas dans le procès de l'attentat. Donc, l'attentat, quand elles ont signé cette convention d'indemnisation, toutes n'ont pas signé d'ailleurs, mais quand il y a eu plusieurs, en fait, il faut rappeler qu'au moment où les Libyens ont été condamnés, il y a eu une indemnisation qui a été accordée aux familles, qui était assez faible. Et quelques années plus tard... Qui la verse dans ces cas-là, en fait, c'était... là, c'était le régime libyen, c'était le régime libyen versé à la France, qui versait après aux familles. Et dans un deuxième temps, il y a eu des négociations, comme il y en a eu d'ailleurs, qui ont été moins... comme il y en a eu d'ailleurs pour le deuxième attentat, celui de Lockerbie. Mais ça, on est en 2003-2004, et les familles ont obtenu effectivement des montants plus conséquents, c'est-à-dire $1 million de dollars par famille dans l'affaire du DC-10, et 10 millions dans l'affaire de Lockerbie. Et l'État libyen a plus ou moins effectivement demandé aux familles de signer un papier par rapport à ça, mais c'est-à-dire de renoncer à d'éventuelles poursuites. Mais c'était pas vraiment l'État libyen, c'est-à-dire que c'était des fondations. Enfin, cette signature ne les lie pas dans le cas où il y aurait un nouveau procès sur les faits terroristes.
le fait que ce soit une fondation qui soit co-signataire et pas l'État libyen lui-même, par exemple, bon, et un biais juridique qui leur permettrait de continuer à poursuivre. Mais là, on ne parle pas du tout de l'attentat, donc les familles, voilà, elles interviennent pour essentiellement pour comprendre pourquoi voilà, des responsables ministériels, des ministres ont tenté ont manœuvré pour offrir une issue juridique et pour lever le mandat d'arrêt d'un terroriste, en fait. Donc on est sur un voilà, procès différent que celui des attentats. Puisqu'on parle de terrorisme, on a une question dans le chat sur qu'est-ce qui est devenu Abdallah Senoussi. Si tu peux nous rappeler un peu donc, son histoire. Oui, alors Abdallah Senoussi, il est toujours incarcéré à Tripoli, en Libye, entre les mains d'une des milices qui est liée au ministère de l'Intérieur libyen. Il a été condamné à mort condamné à mort, mais sa condamnation a été cassée, donc il est dans l'attente d'un autre jugement qui ne vient pas très rapidement. Entre-temps, en fait, il fait partie des dignitaires qui avaient été poursuivis pour les conditions dans lesquelles voilà, la répression s'était abattue sur les membres de l'insurrection en 2011. Donc voilà, plusieurs autres grands dignitaires ont été condamnés également, ont été finalement graciés, libérés. C'est un des derniers finalement dignitaires libyens à être incarcéré. C'était, je ne sais pas si je l'ai rappelé tout à l'heure, mais donc c'était le beau-frère de Muammar Kadhafi. Il a dirigé les renseignements, les services de renseignement pendant 30 ans. Donc il était à la tête des services spéciaux extérieurs, puis à la tête du renseignement militaire. Donc ça reste un personnage clé, y compris par rapport au passé terroriste et probablement par rapport à tous les liens qu'il a pu entretenir quand même avec les pays occidentaux. Mode radio, encore on te dit. Est-ce que sinon tu peux changer la place du micro avec celle de ton cahier, si c'est plus naturel, comme ça tu l'as plus en face de toi. Ok. Salut Lady Kate. Bonjour, bonsoir plutôt à celles et ceux qui nous rejoignent. Je reprends donc sur les questions. Puisqu'on parle de Senoussi, est-ce que ça serait pas le moment de parler du livre que tu viens de sortir, L'assassin qu'il fallait sauver au cœur de l'affaire Sarkozy-Kadhafi? Pourquoi pas? Et pourquoi pas, faisons un petit moment Pierre Bellemare. Je crois que tu as le livre en plus en vrai. Hop. Comme ça, on le montre. J'aime beaucoup quand on le montre à la... Montre comme ça, ok. Moi, je le montre si tu veux et tu fais l'article. Voilà, je fais l'article. Voilà, l'assassin qu'il fallait sauver. Bon, je viens d'en parler. Abdallah Senoussi. Vous trouverez le lien dans le chat si vous avez envie de l'acheter. Voilà, donc ça fait quelques semaines qu'il est sorti. En fait, donc j'écris ce livre avec Vincent Nouzille, qui est un journaliste spécialiste des services spéciaux. Il a écrit de nombreux livres sur l'espionnage, sur les relations des États-Unis dans le monde, etc. À la fois des livres compris sur la diplomatie internationale, et un certain Samir Chegwara qui apparaît aussi sur la couverture, qui est en fait un Libyen qui était un opposant à Kadhafi, qui a participé à l'insurrection en fait en 2011. Et il était imprimeur de son métier. Aujourd'hui, il est toujours imprimeur. Il est aussi maire d'une commune de la banlieue de Tripoli. Et en fait, Samir Chegwara, il est entré en possession d'une série d'archives d'Abdallah Senoussi. Il a, par ses fonctions au moment de la révolution, il a côtoyé des militaires et des responsables des nouveaux services secrets libyens. Et il s'est mis, il a eu la possibilité d'aller à la recherche des archives d'Abdallah Senoussi. Alors, c'est des archives qui couvrent une période de 1986-87,
au moment où se préparent les attentats et où Abdallah Senussi prépare les attentats libyens. Et elles vont jusqu'à la période, disons, des années 2003, 2004, 2005. Voilà. Et là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'était intéressant, je pense, donc Samir Chegwara nous a confié une partie de ses archives, nous a donné accès à ses archives déjà, on est en 2018. À Mediapart, on a fait un premier article avec deux documents. Et il avait notamment dans ses archives de Senussi la trace de la visite de l'avocat de Nicolas Sarkozy en 2005. C'est-à-dire qu'au moment où commençait à se négocier, comme l'équipe de Nicolas Sarkozy commençait à négocier un éventuel nouveau procès, en tout cas la levée du mandat d'arrêt, l'avocat de Nicolas Sarkozy s'était rendu à Tripoli pour y voir les avocats de Senussi et pour discuter d'une stratégie juridique. Et donc, des documents très précieux, parce que là, on voit la concrétisation du pacte de corruption dont on parle. Donc ça, c'est un document, c'était toute une série de documents. Et parallèlement à ça, c'était un travail assez important de traduction, de validation, tout ça. On avait vu les originaux avec Fabrice, qui signe aussi la préface du livre. Et, mais ce qui était vraiment très intéressant aussi, c'est que en fait, les documents d'Abdallah Senussi datant des années 86, 87 jusqu'en 89, en fait, nous avons permis de décrire de manière assez précise comment s'étaient organisés les attentats, alors de Lockerbie en 88 et du DC-10 du TA en 89. C'est-à-dire que on s'est aperçu, alors c'était des feuilles un peu de papier carbone avec des rapports, etc. Et en fait, comme souvent les dictatures, enfin on a vu ça à d'autres moments, dans d'autres pays, on a des services secrets très bureaucratiques qui notent tout, et donc on a pu donc faire traduire et découvrir que, par exemple, il y avait eu une note pour la préparation des explosifs, pour préparer les mallettes explosives qui allaient être embarquées dans les avions, une note pour le choix de l'explosif, pour le choix de la valise, des essais aussi des portiques de sécurité et tout ça. Et puis après, des voyages préparatoires, des factures, des facturettes, enfin, c'était pas des factures, mais des petites factures pour préparer, rembourser les frais des agents qui allaient à Brazzaville préparer l'attentat. Donc, en fait, ces documents nous ont donné un certain nombre de précisions que la justice n'avait pas, parce que donc, la justice a condamné 5 Libyens, justice française, en 99, mais elle n'avait pas tout ça. Donc, elle a condamné sur la base d'éléments factuels très sérieux, notamment sur le fait que des agents avaient été identifiés, étaient venus à Brazzaville, etc. Et bon, tout ça était parfaitement établi, mais les documents dont on dispose et qu'on révèle dans le livre montrent qui a précisément participé. Et on voit notamment que Abdallah Senussi, donc le fameux responsable des renseignements et beau-frère de Kadhafi, a participé précisément. Donc son nom figure sur le moment où les explosifs sont testés, son nom figure sur des ordres pour aller à droite, à gauche, etc. Donc, ça dessine, ça décrit en fait les attentats de manière beaucoup plus précise. Et d'ailleurs, ces documents intéressent déjà les services judiciaires écossais, américains et un petit peu français pour voir si une d'éventuelles procédures pourrait être réouverte. Alors, elle est ouverte en Écosse et aux États-Unis parce qu'il y a l'artificier des attentats de Lockerbie qui a été interpellé
et expulsé de Libye, alors lui aussi condamné, expulsé de Libye en 2022. Donc un procès s'est ouvert de l'artificier de cet attentat, qui avait révélé sa participation lui-même aux Libyens. Et donc, dans le cadre de ce procès, par exemple, je dois dire que son nom apparaît dans les documents qu'on a trouvés. Donc, c'est des éléments assez intéressants pour la justice et pour les familles des victimes, que ce soit de Lockerbie ou du DC-10, qui espèrent avoir un procès digne de ce nom, parce que les procès ont quand même été le fruit de négociations assez subtiles et finalement qui se sont effectués un peu au détriment de la justice. Il y a eu des deals quand même autour de ces procès, ce qui fait qu'ils ont été quand même conduits pour la France en l'absence des accusés, et pour Lockerbie avec seulement la présence de deux agents libyens. Puisqu'il y avait cette volonté peu du long, coup, mais- de sauver. Nous aussi, ça faisait partie du deal en fait. Et donc pourquoi effectivement Pourquoi l'assassin qu'il fallait sauver? pourquoi l'assassin qu'il fallait sauver? Parce qu'effectivement, voilà, là pour le coup, on est dans la problématique du procès actuel. C'est-à-dire qu'on avait des pièces qui démontraient à quel point Abdallah Senoussi était impliqué dans toute cette série d'attentats. Alors, il avait déjà certes été condamné, mais donc on apporte un peu notre pierre, je dirais, à l'édifice, et on démontre qu'effectivement, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont effectivement négocié avec cette personne-là, et dans l'optique, ou en tout cas avec la promesse implicite qu'il pouvait être sauvé, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il pouvait s'en sortir, soit être rejugé, ne plus être là, il y avait différentes stratégies judiciaires qui a été mise en place pour le sauver. Je vais prendre les autres questions, mais celle-ci du coup est plus à propos de Pénaleuse. Merci de votre réponse à ma seconde question. J'ai aussi acheté votre ouvrage. Bravo pour votre travail. Tu as commencé un peu à y répondre dans ce que tu nous expliquais. Pensez-vous sérieusement que l'ouverture d'un ou plusieurs nouveaux procès serait envisageable? Et si oui, dans quel pays? Pour quel fait? À l'encontre de qui? De plus en plus de voix commencent à militer vers l'ouverture de nouveaux procès pour éclaircir des zones d'ombre. Je me demande quel fait pourrait sérieusement permettre l'ouverture d'un procès en fonction des preuves déjà disponibles. Donc j'imagine que Pénaleuse parle par rapport aux attentats, donc vu que dans ces avions, il y avait des gens de différentes nationalités. Oui, alors tout à fait. Donc ce que j'ai commencé à dire, c'est que par exemple, déjà il y a un nouveau procès en cours à la suite de la remise par la Libye de l'artificier de l'attentat de Lockerbie. Donc ça, c'est un procès sur l'attentat de Lockerbie. Bon, il est certes ancien, 270 morts, mais voilà, les familles sont toujours à la recherche de la vérité. Donc là, il est ouvert. Donc c'est vrai que les éléments qu'on apporte, y compris sur l'artificier qui s'appelle Massoud, sont des éléments complémentaires. Enfin, lui, il a avoué, mais il plaide quand même non coupable actuellement. Donc ces éléments-là, pour tout dire, on a, mon co-auteur, donc Vincent Nouzy, a déjà été contacté par les services d'enquête écossais, puisque c'est les Américains et les Écossais qui conduisent conjointement cette affaire. Et ils nous ont demandé d'ores et déjà la transmission de certains documents. Et donc mon co-auteur a été entendu par la police écossaise à la suite donc assez rapidement, à la suite de la publication du livre. Donc là, on voit que de ce côté-là, ces éléments nouveaux peuvent peut-être amener à des prolongements, en tout cas à la mise en cause très claire d'Abdallah Senoussi, ce qui n'était pas le cas dans le premier procès Lockerbie, par exemple, et à la mise en cause de 2 ou 3 personnes dont notamment l'un des 2 condamnés qui avait été finalement relaxé, qui apparaît dans les documents. Donc c'est des faits nouveaux. Voilà. Après, je ne suis pas en train de dire que ça va forcément se rouvrir, ou je ne connais pas l'issue
juridique de tout ça, mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est possible. Je pense que du côté du décès du TA qui nous concerne en tant que Français, entre guillemets, enfin, il y a une victime française assez nombreuse, 54 personnes sur les 170, et avec une enquête qui reste ouverte à Paris, de la même manière, peut prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont dans ce livre. Mais là, encore une fois, on peut pas, on peut rien pronostiquer puisque c'est quand même, voilà, il va y avoir une enquête sur ces éléments. On n'a pas encore beaucoup parlé de lui, mais on a une question sur Ziad Takieddine. Est-ce qu'il pourrait être amené à témoigner à distance depuis le Liban? C'est quoi sa vie en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a pas, enfin, il y a 2 personnes en fait qui sont en fuite. Voilà, donc il y a Ziad Takieddine et Bachir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Kadhafi. Donc ils ne se rendent pas. Alors leur situation est un peu différente. Ziad Takieddine, il a été condamné, il a fui parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire Karachi. Il est non extradable par son pays, le Liban. Donc, de toute vraisemblance, il va pas bouger, ou à moins qu'il soit interpellé par accident dans un pays étranger. Donc, lui, il est dans une situation. Il est dans la situation entre guillemets d'un fugitif. La question de son audition ne se pose pas parce qu'en fait, on peut pas entendre quelqu'un qui est pas entre les mains de justice. Donc on peut pas, enfin, sinon, voilà, la justice n'admet pas qu'il y ait des témoins, que ce soit un peu le témoignage en libre service. Enfin, on peut pas, quand on est poursuivi et quand on est condamné, on peut pas. Il y a des négociations qu'on ne peut pas faire. Il pourrait négocier, mais s'il négociait, par exemple, sa prise de parole, ça voudrait dire qu'il se remet en main de justice française, ayant été condamné à 5 ans. Voilà, donc c'est la même. Je disais qu'il y a un deuxième fugitif, entre guillemets, qui c'est Bachir Saleh, qui est un personnage assez omniprésent côté libyen dans les manœuvres destinées à financer la campagne de Sarkozy, très proche d'Alexandre Djouri. Alors, on se souvient que c'est un personnage qui a été exfiltré de Libye en 2011 en 2011 en France, au moment où voilà, plein de dignitaires étaient incarcérés. Les Français, avec l'aval de Nicolas Sarkozy, l'ont exfiltré. Une fois à Paris, il a bénéficié de permis de séjour, etc. Et une fois qu'on a découvert sa présence et que la presse a mis au jour sa présence et qu'on a découvert qu'il était effectivement sous le coup d'une notice rouge d'un mandat d'arrêt international, les Français, en tout cas l'entourage de Nicolas Sarkozy, Bernard Squarcini et Alexandre Djouri, l'ont une deuxième fois exfiltré vers le Niger. Donc lui, il a été brièvement entendu en Afrique du Sud quand les juges se sont déplacés en Afrique du Sud. Mais il est reparti, il a été victime d'un attentat et il est reparti à Abu Dhabi. Donc lui, il est mis en examen, il encourt une peine assez sérieuse. Donc si il revenait, mais donc son avocat a tenté de négocier la possibilité qu'il dépose à distance, et le tribunal a refusé cette possibilité. Et voilà, je pense que s'il se rendait à Paris, il serait effectivement incarcéré préventivement. Est-ce que tu penses que sa vie serait en danger vu qu'il a déjà été victime une fois d'un attentat En tout cas, c'est un personnage voilà, qui a changé, qui a évolué dans ses déclarations. Hein. Initialement, il a, ayant été pris en charge par les équipes de Nicolas Sarkozy, vous voyez bien qu'il était plutôt du côté du manche, on va dire. Reconnaissant. Et voilà, il exprimait plutôt sa reconnaissance et démontait tout financement libyen vers Nicolas Sarkozy. Puis petit à petit, voilà, au fur et à mesure que
que le temps a passé, il a commencé à admettre effectivement et à reconnaître les faits de financement sans s'auto-incriminer, mais bon, en les reconnaissant. Donc, voilà, est-il en danger aujourd'hui? Je ne sais pas, je dirais non, mais il a été déjà victime d'un attentat. En tout cas, il ne s'est plus réexprimé depuis qu'il a été victime de cet attentat en Afrique du Sud. On a des questions sur Bachar Saleh, une question de Madeleine66. Dans le documentaire, vous relevez que Bachar Saleh se serait caché à Bourg-en-Bresse. Et je n'ai rien trouvé là-dessus. Vous avez des précisions? Ça serait amusant pour ma ville. Je pensais plus sur sa planque à Bourg-en-Bresse. Alors, c'était pas une planque. Enfin, il avait une résidence. Il avait une maison, voilà, Donc, pas avec sa femme. spécialement caché. Non, il avait, voilà, donc, et on avait, alors c'est pas moi, mais c'est Michael Achtenberg qui avait écrit dans Mediapart un article spécifique là-dessus, donc il doit, Je vais le chercher. il doit être, on doit pouvoir le retrouver, mais ça date quand même de 2000, à mon avis, ça date de 2012, où il est fait état de cette résidence à Bourg-en-Bresse. Et voilà. Je vais chercher pendant que tu parles. Pas de... Non, mais là, j'ai pas beaucoup de plus de détails. En mémoire. De toute façon, il y avait une autre question sur Bachar Saleh aussi. A voulu être entendu en début d'audience par WhatsApp. C'est ce que je disais. Oui. Pensez-vous qu'il comptait mettre en cause Nicolas Sarkozy? Alors, tu peux nous en dire plus? Non, il a voulu. On ne sait pas s'il a. Enfin, c'est son avocat a demandé a évoqué cette possibilité-là. On ne peut pas savoir s'il a vraiment lui-même demandé, s'il voulait prendre des positions. Mais en fait, son avocat, à juste titre, enfin, il a tenté, a tenté sa chance, on va dire, voilà, en demandant si cette déposition à distance était possible. Mais bon, effectivement, le tribunal a dit non. Et de ça, on ne peut pas conclure que sa position. Je pense que de toute façon, étant prévenu, ensuite, probablement il a des choses à dire, mais dans quel sens, on ne peut pas le dire. Alors j'ai trouvé beaucoup d'archives sur la famille Saleh, notamment, donc je vous envoie au fur et à mesure là dans le chat. C'est le précédent, je crois. Alors, ceci, l'indemnité fantôme des domestiques esclaves de Bachar Saleh et de sa femme, parce que visiblement il y a aussi une histoire d'esclavage domestique. Qu'elle tyrannisait dans sa ville française. De Bourg, voilà, à Bourg. Ah non, c'est un article de 2017 et d'Agathe Duparc. Mais il y en a. Il y en avait d'autres. Je vous envoie. Vous avez de la lecture. Ah, voilà, c'est le premier papier que j'avais en mémoire. D'accord. Sur l'esclavage domestique, donc à Bourg-en-Bresse. Voilà. Ok. Je remonte parce qu'il y avait d'autres questions. J'ai un peu fait au fil de l'eau ce dont on parlait. Et il semble qu'il y a un lien entre Alexandre Benalla et Alexandre Djouri. Est-ce qu'on a des nouvelles infos là-dessus, nous demande Claire Non, Mariam. alors désolé. Pas de nouvelles infos, désolé Claire Mariam. J'ai pas de... Là, on revient plus sur le financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. Jim Adobe demande à quoi a servi tout cet argent pendant la campagne. Certaines choses ne peuvent pas être payées en liquide, je suppose. C'est que ça veut beaucoup de liquide. Tout ce coffre qui a été, on suppose, vidé, l'argent liquide a servi à payer quoi concrètement? Oui, alors l'argent, le chapitre argent liquide, là, concernait en fait vraiment strictement l'utilisation de sommes en espèces pour payer les primes des salariés du siège de campagne à la fin de la campagne. Voilà. Le reste des sorties d'espèces, alors le circuit financier, il reste en partie opaque. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on découvre, ce que les juges découvrent, et ce qui figurait un peu dans les archives Takieddine, c'est que un mois après le rendez-vous de Brice Hortefeux avec le fameux Abdallah Senoussi, il y a un premier virement de 3 millions d'euros qui part sur un compte de Ziad Takieddine qui a été ouvert un peu tout exprès au novembre précédent, et du Trésor public libyen. Donc on va avoir comme ça
3 virements sur ce compte spécifique qui s'appelle Rosefield, dont on a parlé un peu dans le journal, et pour en tout 6,5 millions d'euros. Et donc, je perds le fil là. Je commence à me C'est fatiguer. normal, attends, de te coucher à 4 heures. Non, non, mais Ouais, c'était sur. Alors attends, je vais retrouver la question. désolé, je. C'était à quoi Oui, par rapport à tout l'argent. celui Donc qui du coup, sait que ça questionne dans la vraie vie, tu du te dis coup, que tu payes pas tout en du coup, liquide. voilà. Donc du coup, ces virements, donc c'était virements quand même libyens qui ont été identifiés. Après, ont été dispatchés. Alors c'est pour ça qu'il y a eu un volet consacré à Thierry Gobert, qui est donc un ancien membre des cabinets ministériels de Nicolas Sarkozy, ancien collaborateur, ami, etc., qui a pris ses distances après avoir été mis en cause dans une affaire judiciaire. Donc lui, il a reçu 440 000 euros du premier montant de 3 millions. Donc il s'en est justifié piteusement, mais voilà, on n'a pas. Il a dit que c'était parti vers la Colombie, que ça n'avait aucun rapport, mais bon, il a quand même reçu cet argent libyen. Il y a un autre montant qui est parti vers une société qui s'appelle Globs et qui a décaissé 1,5 million d'euros en liquide sur la période en question. Donc l'argent liquide, par définition, après, une fois que c'est sorti, on ne le piste pas. Voilà, c'est une coupure, en fait, entre guillemets, dans le circuit, de l'argent noir. Mais et voilà. Et donc après, il y a d'autres sources d'argent, comme on l'a évoqué à l'audience dont je parlais dans le petit La vidéo. dans la petite vidéo. C'est-à-dire qu'il y a différents dignitaires qui avaient participé au versement. Et donc, il y avait Saïf al-Islam Kadhafi, Bachir Saleh. Voilà. Et donc, on a comme ça plusieurs flux qui ont été retracés par les enquêteurs. Mais ça s'arrête au bout d'un moment parce que. Vu que tu as parlé de Thierry Gobert, je te laisse le temps de faire une petite pause. Merci. Pour vous parler de cette collaboration avec Tiens Tiens, hop, que vous avez peut-être déjà vu passer. Hop, là, je vous mets le lien ici. Un pastiche de Dora l'exploratrice, pour celles et ceux qui n'est pas reconnu. Il a fait déjà 2 séries d'illustrations pour Mediapart. Donc la première, c'était celle-ci sur... après avoir vu le film Personne n'y comprend rien, et il avait tout compris après avoir vu le film, donc ça lui a inspiré cette petite BD. Et je vais vous mettre après le deuxième lien, parce qu'on n'a pas parlé du tourbus. Et ça me démange parce que j'ai un petit visuel que je vais faire apparaître à tout à l'heure. C'est ce visuel avec ta tête et celle de Fabrice. Le tourbus, c'était une contrepartie pour les gens qui ont participé au financement du film, du crowdfunding. Comment ça? Erreur 404, on a des erreurs sur les portfolios en ce moment. C'est une galère. Donc le tourbus, c'était une contrepartie pour les personnes qui ont donné des sous au crowdfunding pour voir sur les écrans. Personne n'y comprend rien, les gens ont été tirés au sort et ils ont participé à une aventure, c'est-à-dire Fabrice et Karl qui ont commenté les lieux clés de l'affaire, en tout cas ceux qui se trouvent à Paris, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez les repartager sur les réseaux. Je vais également mis dans le chat le lien vers le livre. Je voulais le montrer et en fait j'ai oublié d'aller le récupérer. Donc je vous mets le lien. Coco n'aime pas le capitalisme, la BD et autres histoires, une BD très drôle de Tiens Tiens. Voilà, si vous avez envie de soutenir un illustrateur indépendant. Mais maintenant on va revenir. Hop. Est-ce qu'on n'a pas mis le minibus? Tu vois, regarde. Ah oui. Super illustration de Prisciana, je ne m'en lasse pas. C'est bien que le film soit toujours à l'affiche, ça me permet de m'en servir. Voilà, c'était l'interlude illustration. Maintenant,
il y a un financement tout à fait participatif en cours pour le tome 2 de Coco n'aime pas le capitalisme. Je reprends le fil des questions. Parce que j'avais remarqué une question de Terence. Comment la juge Gavarino mène-t-elle les débats? Est-ce qu'elle fait l'unanimité auprès des parties civiles et de la défense? Elle mène les débats de manière assez subtile. Hein, donc il y a pas de, c'est pas des questions très, les présidents de tribunaux ne sont pas forcément agressifs, mais voilà, je dirais qu'elle a des stratégies. On perçoit comme ça des stratégies dans les questions. Elle, comment dirais-je, un peu difficile à qualifier, mais enfin, en tout cas, on sent que les audiences sont très préparées et parfois, elle va pouvoir, elle va sortir une question qui était absolument pas dans sa chronologie, mais c'est par petites touches. Donc, il y a des présidents, des présidentes qui sont peut-être plus nerveux, plus direct. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt une personnalité assez gentille qui besoin fait de la pédagogie, qui va expliquer, qui va reprendre quand même les prévenus en disant attendez là. Comme on le disait tout à l'heure, il y a on est aussi sur des faisceaux de présomption, etc. Enfin, donc voilà comment elle travaille. Elle est entourée donc d'une assesseuse et un assesseur qui eux aussi viennent picorer après qu'elle a fait son interrogatoire. Et en général, c'est assez percutant des deux côtés. Oui. Je vais éteindre. Je crois qu'on est seul. Oui, vas-y. C'est pas le téléphone, c'est quelqu'un qui sonne à la porte. C'est les aléas du direct. Et là, on est les derniers. Non, il y a encore des gens, c'est bon. Terence, on attend l'épisode 2 du tourbus au tribunal. Voici le banc sur lequel Nicolas Sarkozy s'est assis à son procès, etc. Et écoute, très bonne idée. On verra à la fin du procès. On a une longue question de pénaleuse, mais tu as commencé aussi à y répondre. Mettre un grain, et pas ingrat comme je l'ai lu dans le dernier stream, a demandé une expertise sur un audio neutre ne mettant en cause personne, reçu le 16 janvier, relatant un entretien entre Kadhafi et Sarkozy, dans un mail dans lequel l'expéditeur anonyme dit être en position d'autres audios. Donc c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Je vous ai mis l'article dans le chat. En tant que rédaction, vous n'avez jamais reçu d'enregistrement durant les plus de 10 ans d'investigation. Donc ça, c'est une question déjà. Est-ce que c'est déjà arrivé jusqu'à vous des enregistrements audio? Alors, ce que tu penses de la manœuvre de l'avocat de Sarkozy, tu l'as un peu dit déjà tout à l'heure. Et est-ce que tu penses qu'il y a d'autres preuves qui vont arriver comme ça avant la fin du procès en avril? Donc déjà, première question, est-ce qu'on a déjà, nous, reçu des enregistrements à Mediapart audio? Non, on n'a pas reçu d'enregistrement audio. À un moment donné, il y a des enregistrements qui ont été mentionnés par différentes sources, y compris parce que moi j'avais interviewé l'interprète de Muammar Kadhafi, Mofta Missouri. Lui, il disait que effectivement tous les entretiens étaient enregistrés. Et lui, il rapportait avoir même décrypté, parce que donc l'interprète avait un statut de diplomate, mais c'était l'interprète officiel, et donc il décryptait les rencontres quand elles avaient lieu. Après les avoir traduits, il avait l'enregistrement. Donc il disait que l'enregistrement se faisait clandestinement à partir de stylos enregistreurs. Donc, je sais pas. Et donc, il y a eu probablement ce type de pratique. Je crois que les responsables libyens qu'on avait pu questionner étaient tous convergents là-dessus. On avait eu quand même le décryptage d'un enregistrement qu'on a publié d'ailleurs. C'était le premier appel téléphonique
entre Kadhafi. On l'a publié intégralement. C'était un entretien assez cocasse, mais on n'avait pas eu le son, mais on avait eu le décryptage. Pour le reste, on n'a pas, on n'a pas obtenu d'enregistrement. On n'a pas trop. Est-ce que d'autres preuves? Oui, Là, quand même, c'est quand même une surprise, et c'est pas sûr qu'on soit pas plutôt dans le registre d'une manipulation d'audience. Enfin, on va pas appeler ça, une manipulation quand même un peu critiquable, dans la mesure où on présente à l'audience un document venu d'une source anonyme. Donc je pense que c'est déjà, on verra comment réagit le tribunal demain, puisque ça a été évoqué hier, et donc il y a eu aujourd'hui, c'était une journée de pause. Donc je m'étonnerais beaucoup que d'autres documents surgissent, mais bon, sait-on jamais. On n'a pas beaucoup parlé du film Personne n'y comprend rien. J'avais envie de vous remettre toutes les infos, donc, pour tout comprendre, cette affaire, de ce qu'elle est complexe. Et qu'en 1h40, le pari est tenu, on comprend exactement tout. Ah, j'ai oublié de vous mettre. J'avais préparé ce Quelle son indignité. qui est plus que jamais d'actualité. Ah oui, c'est pas. Si tu veux mettre le casque, Oh. Tu vas avoir petite surprise. Quelle indignité. Donc je vous mets. Oui, ça fonctionne toujours bien, c'est un classique. Si je vous mets le. Voilà, donc si vous voulez voir un peu des infos, tiens, je te débarrasse du casque. Des infos sur les séances, parce que le film est encore à l'affiche, voir s'il y a encore des débats. Je vous ai mis le lien dans le chat. Beaucoup de monde nous a demandé la dernière fois pendant le stream avec Annick quand est-ce qu'il y aurait une VOD. Eh ben, il y aura une VOD, a priori, courant avril. C'est en train d'être négocié et on est satisfait du nombre d'entrées en salle, bien sûr, puisque là, on a atteint les 120 000 entrées, ce qui est quand même beaucoup pour un documentaire. Agathe, il est facile à regarder, oui. Alors, moi, je l'ai regardé et j'ai tout compris. Et de tous les échos qu'on a eus, tout le monde nous a dit qu'il était vraiment limpide, qu'à la fin, tu sors et tu as le démon, mais tu as tout compris. Est-ce que ce type d'affaire sert d'étude de cas pour les journalistes d'investigation et les juges étrangers? Alors, pas pour l'instant, mais voilà, pourquoi pas, mais... c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette affaire en particulier, c'est le côté international. C'est-à-dire, je crois que c'est vraiment ça qui est spécifique. C'est-à-dire que ça prête à réfléchir, même si les conditions ne sont pas très bonnes, puisque du coup, il y a des détenus, il y a des gens qui sont en fuite, etc. Mais ça prête à réfléchir sur le régime libyen. Voilà, comment fonctionnait un État corrupteur comme ça. Donc, c'est vrai que... Et puis, comment s'est nouée cette relation avec l'équipe Sarkozy. Ça peut effectivement donner lieu à d'autres développements, d'autres interrogations. On a déjà des témoignages. Oui, c'est un très bon docu vu à Brest et pas dans une toute petite salle. Merci aux diffuseurs. Et puis, ça a fait beaucoup rire la salle, ce docu. Et merci Madeleine pour ce message, parce qu'en effet, vous pouvez contacter, s'il y a un cinéma à côté de chez vous, aller directement au cinéma en disant, voilà, je veux voir ce film, personne n'y comprend rien, il y a déjà 120 000 entrées, pouvez-vous le mettre au programme? Je vous ai mis aussi le lien dans le chat vers le replay du stream avec Yannick Argoat, donc le réalisateur, qui explique un peu les coulisses, les choix qui ont été faits au moment du film, comment il a travaillé. On a une question bien précise. Qui a tué Choukri Ghanem? Les hommes de Djouri, le Qatar, les services français? À qui profite le crime? Est-ce que les juges français s'intéressent à cette question? Tu peux peut-être nous réexpliquer qui est Choukri Ghanem? Donc Choukri Ghanem, et c'est l'homme du carnet dont on parlait tout à l'heure, qui avait consigné les versements de Senoussi, et Saïf Islam Kadhafi et Bachir Saleh. Donc, c'est un ancien Premier ministre, puis ministre du pétrole. Donc, c'est une personnalité assez
assez centrale qui avait fait défection en 2011 et qui est mort du coup de manière suspecte, on va dire, pour noyer une nuit dans le Danube à Vienne. Du coup, voilà, il n'y a pas eu je pense qu'il y a eu une autopsie, mais il n'y a pas eu de découverte dans l'autopsie d'éléments de traces suspectes. Ce qui est suspect, c'est effectivement qu'il soit trouvé là, qu'il se soit noyé, enfin ce que son entourage n'a pas compris, et les services, notamment les services américains, on a rendu public à un moment donné certaines conversations, certains bilans par rapport à cette affaire, et jugeaient que cette mort était effectivement suspecte. Donc l'enquête, elle n'est pas l'enquête criminelle pour recherche de cause de la mort, c'est une noyade. L'enquête criminelle elle-même, ne peut pas avoir lieu à partir de là. Il y a des pistes. Je sais que notamment dans un livre consacré à Alexandre Djouri, quelqu'un a dit, un de ses proches, mais bon, c'est à prendre avec d'infinies précautions. La personne n'était pas citée dans le livre, elle témoignait anonymement, mais disait que on lui avait fait faire glouglou. Les journalistes considéraient que c'était quand même quelque chose pour l'avoir écrit, c'était quelque chose qui était très suspect. En tout cas, ça a accru le soupçon que effectivement Chokri Ghanem ait pu être assassiné. Mais à ce stade, les juges n'ont pas pris en compte cette déclaration, ce livre, et puis ils n'ont pas non plus de raison objective ça pourrait être une plainte de la famille. Cette affaire en est au point mort. Tu parlais tout à l'heure des implications aussi internationales. On a une question. Sarkozy a tenu le perchoir à l'ONU, je crois, pour motiver les troupes européennes. Est-ce que le procès évoque ce parti pris propre à Sarkozy ? J'imagine sur l'intervention de la France en Libye, on apprend dans le documentaire que les Américains appellent cette intervention la guerre de Sarkozy. Oui, alors ça a été assez peu abordé au procès, si ce n'est comme un argument de défense de Sarkozy. J'aurais vraiment pas été reconnaissant si j'avais été financé en lui faisant la guerre. Donc c'est un argument. Voilà. Donc c'est pas. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête jusqu'à présent approfondie sur ce qui a déterminé déterminé le choix de Sarkozy d'enclencher cette guerre, alors même qu'effectivement il y avait des pistes de négociation ou de pourparlers qui lui étaient présentées. Voilà. Est-ce que Carla Bruni est inquiétée dans cette histoire finalement ? Est-ce qu'elle a un rôle dans ce procès ? Elle n'a aucun rôle dans ce procès. Elle est mise en examen dans l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, mais pas dans le financement. D'ailleurs, je ne crois pas que c'était pas ensemble à l'époque. On va prendre une dernière question, parce que je rappelle quand même que Carl, il a travaillé jusqu'à 4h du matin pour écrire le papier qui est en ligne. Qui a tué Moammar Kadhafi ? Dans les compléments du guide, donc le livre que tu as écrit avec Fabrice Arfi, plusieurs témoignages disent qu'une voiture, possiblement des services secrets français, était sur place et qu'il aurait reçu une balle dans le torse avant d'être traîné par la foule. Pensez-vous que la lumière a été suffisamment faite sur ça et la déclaration de guerre de mars 2011 ? Là, c'est pareil, on rejoint la question précédente. Je pense qu'effectivement, on peut dire qu'effectivement la lumière n'a pas été suffisamment faite. Sur les circonstances de la mort de Moammar Kadhafi, il y a plein de bizarreries. Il y a la première bizarrerie, c'est effectivement l'attaque de son convoi par des avions, et le fait qu'effectivement la foule qui va le lyncher était pas très loin. Donc
Et puis que par ailleurs, bon, après son lynchage, il reste, semble-t-il, vivant d'après les images. Il est toujours vivant au moment où il est emporté par la voiture et il est mort. Il est effectivement conduit mort dans les images qui suivent quelques dizaines de minutes plus tard. Donc ça reste un sujet d'interrogation. On ne peut pas aller plus loin par rapport à ça. Tortue sur le dos te dit bonjour Monsieur Lasquet, merci pour vos articles et votre travail d'enquête. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. MG La Flèche, la fausse rétractation est une preuve en elle-même. Pas besoin de faire taire Takedine s'il n'avait rien à se reprocher. Oui, c'est sûr que là, on a... mais bon, là, pour le coup, l'affaire, elle est encore en cours d'instruction. Donc, on a déjà pas mal d'éléments sur comment s'est organisée cette machination, le fait que plusieurs millions de dollars ont été proposés à Takedine par écrit. C'est des choses qui ont été retrouvées pendant l'enquête. Maintenant, voilà, il va falloir voir ce que les juges retiennent par rapport au rôle de Nicolas Sarkozy, qui, bon, semble-t-il, d'après les éléments, a été informé assez vite de cette, en tout cas, de cette rétractation, de la parution prochaine dans Par Image des éléments, et puis il l'a suivi de bout en bout. Donc restera à déterminer jusqu'à quel point il est impliqué, en sachant que on sait aussi qu'il a rencontré le principal instigateur, l'homme qui a promis l'argent à Takedine. Donc mais toutes ces choses-là, maintenant, enfin, voilà, on a eu des découvertes successives auxquelles on a un peu contribué sur certaines enquêtes. Et là, il va falloir qu'on attende de voir quel est le résultat de l'enquête judiciaire. Bon, de toute façon, je vois qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. N'oubliez pas que vendredi à 10h, vous retrouvez Host Politique pour, j'allais dire la Mediapart-finale, pour Abonnez-vous matin. Il va parler de l'extrême droite. Il va recevoir Guillaume Bernard de Rapport de Force. Et on revient bien sûr au rythme habituel pour Abonnez-vous avec le lundi soir à 18h. Ça sera autour de Tariq et le sujet de l'émission n'est pas encore fixé. On n'a pas fait de moment père Castor parce que tout simplement, quand j'ai demandé à Karl, il m'a expliqué qu'il était tout en fait soit au procès, soit en train d'écrire, donc il n'a pas eu de recoculture à vous partager cette fois-ci, mais on verra pour la prochaine fois. Si vous ne savez pas quoi lire, n'oubliez pas L'assassin qu'il fallait sauver et Coco n'aime pas le capitalisme. Voilà, je lis les messages. Merci Karl pour votre travail inestimable. Merci Mediapart. Merci à Karl pour l'enquête. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et bon repos, il en a besoin peu cher parce que vous imaginez le rythme là, c'est jusqu'en avril. C'est une dinguerie quand même. Et alors, Antoine qui est là vraiment pour troller Karl, est-ce que tu es plutôt Lana Del Rey ou John Coltrane? Tes goûts musicaux. On peut faire un joker ou... On peut faire un joker. Désolé. Karl est un homme secret, voilà. Tu ne sauras pas, Antoine, il écoute en musique. La recoculture, c'est le one-man show de Sarko au tribunal de Paris. Allez-y, c'est gratuit en plus. On va quand même, je vous remercie pour toutes vos questions, comme d'habitude, qui étaient très intéressantes et variées. On va quand même lancer un raid avant de se dire bonne soirée. Alors... est en ligne, qui stream. On va aller chez... Oui, on peut aller chez Arte, mais je me disais autant mettre en avant quelqu'un qui a peut-être moins d'audience qu'Arte. On va aller chez Lex, hop, qu'on aime beaucoup. Quand on pense à Sarko, oui, il a été obligé de rester chez lui, le bracelet au pied toute la soirée, peu cher. Heureusement, il pourra regarder le replay, pas de problème.
En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est le vendredi à 10h et le lundi à 18h. Bonne soirée. Merci pour tous, à tous.